Dans cette vidéo, on va étudier l'œil de la grenouille et puis on fera une petite comparaison à la fin avec l'œil du rat pour voir deux rétines différentes. On va s'intéresser à la structure générale de l'œil dans un premier temps et puis dans un second temps, on étudiera bien en détail la rétine. Donc allons-y avec l'œil de grenouille. Voilà ici une première vue au petit grossissement. Donc si on se promène un petit peu sur la lame, on va avoir beaucoup de structures très différentes. En partant de l'extérieur ici, on va avoir en fait la paupière. Ici c'est la paupière qui recouvre l'œil. On retrouve d'ailleurs la structure du tégument de la grenouille. Si on regarde d'un petit peu plus près, on va retrouver des glandes à mucus et des mélanocytes qui sont localisés voilà, ici. On voit une glande à mucus. On va faire la mise au point. Ici, des mélanocytes un petit peu marrons, des vaisseaux sanguins, et puis l'épiderme par-dessus, avec la couche kératinisée, la couche cornée au-dessus. Donc là, on est dans la paupière. Juste derrière la paupière, donc, on a une première couche de l'œil ici, qui va correspondre à la cornée. Juste en arrière ici, on a l'iris qui s'ouvre au niveau de la pupille. Donc l'ouverture qu'on a ici, là, on a de la chance, le plan de coupe passe par la pupille. L'ouverture qu'on a ici, c'est la pupille. Et donc la lumière va arriver ici du bas, alors que la paupière est ouverte, hein, donc, par le passage ici, par exemple. Traverser la cornée, qui est transparente, passer au niveau de l'ouverture de la pupille, passer ici à travers le cristallin, voilà, et enfin arriver à l'arrière de l'œil sur la rétine, que l'on voit ici avec ses nombreuses couches bien organisées. En arrière de la rétine, on va trouver deux autres couches. Une ici qui est très pigmentée, on va aller la voir après, qui correspond à la choroïde et qui contient des vaisseaux sanguins. Et elle se prolonge pour former, si je reviens en arrière, elle se prolonge pour former l'iris. Donc en fait, l'iris, c'est simplement le prolongement de la choroïde. Et enfin, encore plus à l'extérieur, normalement ces deux couches sont plaquées, hein, tout est collé là ensemble. Là. Une dernière couche ici qu'on retrouve qui est cartilagineuse. Cette couche de cartilage, c'est la sclérotique. Et la sclérotique, elle protège l'œil et elle se prolonge, si on regarde ici, hein, si on regarde en continuité, elle se prolonge pour former la cornée à l'avant de l'œil. Donc on a bien trois enveloppes en fait autour de l'œil, la sclérotique, rigide, la choroïde, qui est très vascularisée et pigmentée, et enfin la rétine, qui est la partie qu'on verra à la fin, qui nous intéresse peut-être le plus. Alors c'est parti, on va commencer par regarder un petit peu la sclérotique. Si on va avoir un plus gros grossissement, on retrouve l'organisation typique d'un cartilage, voilà, avec des chondrocytes hein, qui sont enfermés dans un chondroplaste. Derrière, on a des fibres musculaires qui vont être rattachées. Donc ça, c'est vraiment notre sclérotique. On voit ici que la zone cartilagineuse se termine. Et si je m'avance un petit peu encore vers l'œil, dans la continuité, je vais arriver ici vers une zone très particulière sur l'avant de l'œil. Voilà, là je fais toute sa longueur. Ici, cette zone c'est la cornée. La cornée elle se compose principalement de deux couches, il y a des membranes en plus, peu importe. Un épithélium cornéen qu'on voit ici, avec des jolies petites cellules cubiques. Et puis sous cet épithélium cornéen, une couche qu'on appelle le stroma, avec assez peu de cellules dispersées, c'est un tissu conjonctif, hein, des fibroblastes. Et on devine ici l'orientation des fibres de collagène, c'est des fibres qui sont orientées de façon extrêmement régulière, extrêmement resserrée. Et c'est cette orientation des fibres de collagène qui fait que la cornée est transparente. Voilà. En arrière de la cornée, et donc de la sclérotique, on trouve ici, si je reviens plus petit, plus facile, voilà, on trouve ici l'ouverture de la pupille dont on a parlé, et donc la choroïde qui est pigmentée, qui apparaît bien noire ici. Voilà, donc ce sont ces pigments hein, qui donnent sa couleur à l'œil. Au niveau de la pupille, l'œil il sera noir. On voit ici un grand nombre de vaisseaux sanguins dans cette choroïde, y compris ici dans la pupille. Alors on voit ici là, une petite vénule par exemple. Alors, je vais la centrer. Et les hématies, chez les amphibiens, les globules rouges, sont nucléés. Il y a des noyaux à l'intérieur. On voit le noyau ici, à l'intérieur d'une hématie.
Donc cette choroïde, on la retrouve ici, hein. Voilà, avec toujours beaucoup de mélanine, beaucoup de vaisseaux sanguins. Et puis on la retrouve à l'arrière de la rétine également. On voit un petit peu moins les vaisseaux sanguins, mais on retrouve des hématies un petit peu dispersées, il y a beaucoup de capillaires. Au niveau de cette choroïde, on a également ici une structure qui sert à tenir en quelque sorte le cristallin en place. Il s'agit du procès ciliaire avec les ligaments suspenseurs du cristallin. Donc on a le cristallin qui est ici au centre. Vraiment, je redescends un tout petit grossissement. On a le cristallin qui est ici au centre, et en fait ce cristallin il n'est pas dans le vide, hein. Non seulement il est entouré par un liquide un peu gélatineux qu'on appelle le corps vitré ou l'humeur vitrée, alors qu'à l'avant de l'œil, dans la chambre antérieure, on a l'humeur aqueuse. Donc ici c'est la chambre postérieure, et ici devant c'est la chambre antérieure. Mais en plus ce cristallin il est tenu par des ligaments suspenseurs. Là on devine peut-être un petit peu des restes ici, hein, qui sont reliés à un muscle, ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le procès ciliaire, hein. Et on a des ligaments suspenseurs de la rétine. Et donc, quand les muscles se contractent, les ligaments suspenseurs peuvent tendre la rétine, et ça va changer la rétine, pardon, le cristallin. Et ça va changer, en fait, la réfraction des rayons lumineux. Ici, au centre, ce qui permet la mise au point sur la rétine. Au centre, le cristallin. Alors on a encore ici une structure transparente, bien que ce soit constitué de cellules. On a une capsule autour du cristallin, on devine qu'il y a des noyaux ici. Et puis au centre, on a les fibres cristalliennes, qui sont des cellules en fait, qui ont perdu leurs organites, et notamment le noyau. Si on va les voir d'un peu plus près. Voilà, là encore, on a du collagène à l'intérieur, et un arrangement très particulier, qui fait que c'est un tissu transparent. Voilà, ici, ces fibres du cristallin, avec la capsule autour avec les cellules. Voilà, et on arrive enfin à la dernière couche, ici, qui correspond à la rétine. Alors, la rétine, elle a une organisation un petit peu particulière, c'est ce qu'on appelle une rétine inversée. C'est-à-dire que si on suit le cheminement de la lumière doit traverser déjà toutes les couches de neurones pour atteindre les cellules photosensibles. Et ensuite, l'information nerveuse va remonter à travers toutes ces couches pour aller ici dans cette dernière couche-là, qui est la couche de convergence des axones, et rejoindre le nerf optique. Et la zone du nerf optique correspond à la tache aveugle. On ne l'a pas ici, hein, mais il y a une tache aveugle. Donc c'est une organisation qui n'est pas idéale finalement, parce qu'on perd de la lumière à cause de tous les organites qui sont présents dans ces couches qu'il faut traverser. On a également des vaisseaux sanguins ici, à la surface de la rétine, qui vont empêcher le passage d'une partie de la lumière, hein. Voilà, on en retrouve d'autres ici. Si on va avoir un plus gros grossissement. Voilà, ici un vaisseau sanguin sur la rétine. On retrouve juste en dessous là un autre vaisseau sanguin avec des belles hématies nucléées dans la choroïde, sous la rétine. Alors ensuite, les différentes couches qu'on va avoir. La première couche, ici la plus interne, c'est une petite membrane conjonctive qu'on appelle la limitante interne, et qui est en continuité justement avec ces vaisseaux sanguins, donc, en lien avec ces vaisseaux sanguins. Mais elle n'est pas très importante. La vraie couche qu'on a là, entre la zone des noyaux qui est ici, et donc cette limitante, c'est la couche de convergence des axones. Donc c'est la couche la plus interne, donc vers l'intérieur de l'œil. Ensuite, si on descend, on a une couche ici avec des noyaux assez dispersés, et finalement assez peu nombreux. On l'appelle la couche des grains internes, ou couche des cellules ganglionnaires. Donc en fait, ici, ce sont les neurones ganglionnaires qui vont collecter l'information nerveuse transmise par un grand nombre de cellules sensorielles et de cellules bipolaires qui sont ici, hein. Et donc là, on a un réseau de neurones qui est convergent finalement, puisque une cellule ganglionnaire va rassembler toutes les informations d'une grande zone de la rétine. Alors la taille de la zone, ce qu'on appelle le champ récepteur, il varie en fonction de la zone de la rétine. Plus on est en périphérie, moins il y a de cellules ganglionnaires, et donc plus le champ récepteur va être important.
alors qu'au centre, on aura un plus grand nombre de cellules ganglionnaires. D'une façon générale, plus le réseau est convergent, plus on perd d'informations. En dessous de cette couche des neurones ganglionnaires, on a une couche ici assez claire, avec pas de noyau, qu'on appelle la couche plexiforme interne, donc qui correspond en fait à un enchevêtrement de fibres nerveuses. Encore en dessous, la couche des grains externes cette fois. Donc contrairement à la couche des grains internes, ce ne sont pas des neurones ganglionnaires, ce sont des neurones bipolaires. On a également des cellules amacrines et des cellules horizontales, dont on va trouver les noyaux ici. On a ensuite une couche assez fine là, qui est également claire, un petit peu comme celle qu'on avait au-dessus, et donc on l'appelle la couche plexiforme externe, parce qu'elle est du côté extérieur de l'œil. Donc elle est assez fine et elle est localisée donc, entre ces deux couches de noyaux qu'on a. Là, c'est une zone où on va avoir des synapses entre les cellules photosensibles, les cellules, les cônes et les bâtonnets, et les cellules bipolaires. Couche plexiforme externe. Et ensuite, là, on a les noyaux de nos cellules photosensorielles, donc les cônes et les bâtonnets. On voit qu'il y a à peu près deux couches de noyaux, ils sont assez un peu plus granuleux que ceux qu'on a au-dessus. Et ces cellules, donc, qui sont très spécialisées, vont avoir ensuite des prolongements. Il y a un petit segment ciliaire ici à la base. On va avoir des prolongements qui sont constitués de nombreux disques membranaires. Donc ça peut avoir un aspect légèrement strié, mais souvent cette partie-là s'abîme. Ces prolongements qui forment les cônes ou les bâtonnets, qui permettent de distinguer les cônes ou les bâtonnets, ils vont être enchevêtrés et protégés par un épithélium qui appartient à la rétine. C'est l'épithélium pigmentaire de la rétine, qui est coloré ici par la mélanine. Ça permet d'arrêter les rayons lumineux. Et donc on voit ici que la mélanine, elle est un peu enchevêtrée entre ces zones de bâtonnets et de cônes. Donc si on résume, une fois que la lumière est arrivée sur un bâtonnet, ou qu'elle s'est arrêtée sur l'épithélium pigmentaire de la rétine, eh bien, au niveau du bâtonnet, elle a généré un potentiel d'action qui va remonter dans le segment moyen de la cellule. On va avoir une synapse avec un neurone bipolaire, et ensuite, le neurone bipolaire transmet l'information au-dessus à la cellule ganglionnaire. La fibre de la cellule ganglionnaire forme un axone qui va aller constituer le nerf optique. Voilà pour cette rétine, avec donc l'information qui fait un double trajet. Voilà, si on retourne un petit peu plus vers le centre de la rétine, ici, on constate déjà que la rétine est un peu plus épaisse, et puis qu'on a beaucoup plus de cellules ganglionnaires. Elles sont beaucoup plus resserrées qu'en périphérie. Beaucoup plus des cellules bipolaires également, et les noyaux des cellules photosensibles sont également plus nombreux. Donc là, on va avoir une rétine qui est plus sensible et qui va présenter une meilleure résolution. Voilà, j'ai oublié une petite couche qu'on ne voit pas partout, mais on la devine assez bien là sur la périphérie. C'est la membrane limitante externe, par opposition à la limitante interne. Ce n'est pas une membrane avant proprement parler, en fait, c'est une zone de jonction cellulaire entre les cellules ici qui constituent la couche photosensible. Voilà. On termine cette lame avec une petite comparaison avec l'œil de rat. On garde bien en tête cette organisation en 3 couches concentriques et on va regarder une autre lame. Alors voilà ici la lame, on va retrouver les mêmes éléments, elle n'est pas forcément de très très bonne qualité. Donc on retrouve ici la cornée à l'avant, la choroïde qui se prolonge pour former l'iris ici, avec le corps ciliaire, le procès-ciliaire qui tient les ligaments suspenseurs de la rétine qui est très abîmée, là, qui s'est déchiquetée en plusieurs morceaux, la rétine, le cristallin, je crois que j'ai déjà fait ce lapsus, le cristallin ici, qui est un petit peu endommagé, et derrière donc la rétine. Et alors ce qui est intéressant sur cette lame déjà, c'est de comparer un petit peu la densité des cellules. On voit qu'on a vraiment un très très grand nombre de cellules au niveau de la rétine. L'épaisseur de la coupe est un peu variable.
C'est pour ça que la mise au point n'est pas nette partout. Voilà, mais on retrouve globalement les mêmes organisations, hein. Donc à savoir la membrane limitante interne, la couche de convergence des axones, la couche ganglionnaire, la couche plexiforme interne, la couche des cellules bipolaires, la couche plexiforme externe, et ici, regardez le grand nombre de noyaux, très important, le nombre de noyaux qui correspondent aux noyaux des bâtonnets et des cônes, hein. Et ici, on a les prolongements cytoplasmiques des cônes et des bâtonnets. Voilà. L'épithélium pigmentaire de la rétine est ici en dessous, hein. C'est-à-dire qu'en fait, la rétine elle a été déchirée entre l'épithélium pigmentaire et les prolongements cytoplasmiques. Là, on voit les cellules, les noyaux des cellules de l'épithélium pigmentaire. Autre élément intéressant sur cette lame, c'est qu'ici, on a en partie, si je dézoome, on va voir, en partie le début de la formation du nerf optique, hein, ici. On voit qu'on a une zone où il n'y a pas du tout de cellules photosensibles, ni de cellules ganglionnaires, parce qu'en fait, c'est là que vont converger tous les axones. D'ailleurs, on voit que la couche de convergence des axones est très importante ici, hein. Converger tous les axones pour former le nerf optique. Et donc cette zone-là où se forme le nerf optique s'appelle la tache aveugle. On a également à ce niveau-là des vaisseaux sanguins qui vont émerger, qui vont se ramifier sur toute la rétine. Voilà, on retrouve ici en arrière, donc dans le plan de la coupe, hein, le nerf optique qui est visible. Voilà pour la présentation de l'œil des vertébrés. C'est un œil camérulaire, hein, qui fonctionne sur le principe de la chambre noire, où on fait converger les rayons lumineux sur une couche photosensible assez épaisse et dont l'organisation est un petit peu sous-optimale puisqu'elle est inversée. La lumière doit traverser les couches de cellules et ensuite l'information doit remonter ces couches de cellules pour rejoindre le nerf optique. Merci à tous.